D'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le premier d'une série de webinaires que le Conseil central de l'économie organise autour de la thématique de l'intégration des transports en commun. Ces webinaires s'inscrivent dans le cadre d'une demande d'avis que le ministre fédéral de la Mobilité CRUC a adressée au Conseil central en vue de recevoir un travail de benchmarking sur les modèles d'intégration biétique et tarifaire mis en œuvre dans d'autres pays afin de pouvoir formuler des propositions concrètes pour lever les obstacles à l'intégration des transports en commun en Belgique. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Pierre-Paul Berthiaud, qui a été directeur de Belgian Mobility Card, l'entreprise responsable de la carte mobile de 2015 à 2019, et qui a aussi été conseiller en matière de billetterie auprès du président du comité de pilotage du RER. Aujourd'hui, Monsieur Berthiaud travaille à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Berthiaud va nous parler de l'intégration et de la gestion de la billettique des transports en commun en présentant les pratiques observées en Belgique et à l'étranger. Il abordera les différents contrats de transport entre usagers et opérateurs de transport, ainsi que les systèmes de gestion de la billettique existants. Il discutera des avantages et inconvénients des différentes technologies et mettra en exergue les pratiques existantes à l'étranger avant d'identifier ce qui est fait ou envisageable en Belgique. Son exposé se déroulera en deux parties de 45 minutes chacune et je compte sur lui et je serai là pour faire respecter ces 45 minutes, suivi à chaque fois d'une séance de questions et réponses de 15 minutes. Sur le plan pratique, je vous invite à noter vos questions et commentaires dans le chat tout au long de la présentation. Chacun peut écrire dans sa langue maternelle et il me revient maintenant à céder la parole à Monsieur Berthiaud en le remerciant encore pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Monsieur Berthiaud, la parole est à vous. Voilà, donc j'ai un cadre rouge, donc vous voyez tous mes slides. Effectivement, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. J'ai deux parties. Dans la première partie, je vais parler de tous les systèmes à l'exclusion de l'account-based ticketing et de l'usage du smartphone. Et donc, dans la seconde partie, évidemment, je vais parler de ces deux éléments-là. J'ai prévu, bien que ce ne soit pas fait systématiquement de façon systématique en 4 points, de vous expliquer les différents thèmes par le concept théorique, l'un ou l'autre cas pratique d'implémentation, les avantages et inconvénients, et puis ce que l'on fait en Belgique. Alors j'ai mis dans ma présentation quelques slides qui ont un autre format, qui sont plutôt des slides de réflexion. Alors, l'objectif de la présentation, c'est clairement que si on veut faire du modal shift de la voiture vers du transport public, il faut utiliser le transport public et que ce soit aussi simple que d'utiliser la voiture. Eh bien, comment y arriver? Clairement, l'intégration billettique et tarifaire est un des aspects. Et donc, le but du webinaire, c'est vraiment d'expliquer comment ça marche, les possibilités, les contraintes, les différents éléments liés à l'intégration billettique et tarifaire. Je sais très bien qu'il n'est pas présent dans la présentation, mais que c'est tout aussi important d'avoir une offre de qualité, une offre intégrée, une information sur l'offre. Ce sont d'autres thèmes, d'autres sujets. Et mon but est aussi d'avoir fait une présentation didactique et la plus factuelle possible. Mon but, c'est vraiment qu'on comprenne les principes pour prendre les bonnes décisions en partant sur une bonne compréhension. Au niveau de l'agenda, vous voyez, l'agenda est assez chargé, mais je vais quand même essayer non pas essayer, je vais être obligé de respecter le planning. Et donc, il y a clairement, je vais commencer par tout ce qui est concept de base. Je vais continuer avec les supports de la billettique et
peut-être un historique de l'intégration. Et puis, comme dit dans l'autre, la deuxième partie, parler du smartphone, de l'account-based ticketing, qui sont les deux tendances actuelles que l'on retrouve principalement. Et puis, des éléments comme le MaaS, Mobility as a Service, et aussi des éléments du futur. Alors, au niveau des concepts de base, ben, qu'est-ce que c'est que la billettique pour le transport public? Ben, c'est le moyen de payer son trajet. Alors, première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que le plus souvent aujourd'hui, c'est prépayé. On paye à l'avance son abonnement, son ticket, et ça peut être payé par après, post-paid, comme on dit en général en anglais, et ça arrive avec tout ce qui est l'account-based ticketing. Alors, il faut aussi dire qu'on est passé du papier à toute une série de modes électroniques avec une grande accélération depuis les années 2005-2010. Et enfin, je crois qu'il y a une chose qu'il faut quand même mettre en avant, c'est que par rapport à l'avion ou bien au spectacle, les volumes de passage et donc les besoins de vitesse de passage sont totalement différents. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, premier principe de base, c'est de savoir que quand on parle de billettique en transport en commun, il existe la notion de contrat, qui sont les moyens de paiement, et en fait, il n'en existe que trois. Il y en a un qui est bien connu en Belgique, enfin il y en a deux qui sont bien connus, les deux premiers, ce sont les abonnements. Alors on parle d'abonnements à partir d'un jour, donc pour une semaine, pour un mois, et donc là c'est pour une zone et une durée bien déterminée, ils sont nominatifs. Puis il y a les contrats à la prestation, c'est tout aussi connu, je ne rentre pas dans les détails, ce sont les tickets qui sont soit définis pour une durée, soit définis pour un trajet bien précis. Ça, ce sont les deux contrats qu'on connaît bien en Belgique. Et puis, il y a un troisième contrat, mais qui est très utilisé dans le monde, c'est ce qu'on appelle le contrat à valeur ou le pay-as-you-go. En gros, si je caricature, je dis on met de l'argent sur la carte et chaque fois qu'on a besoin d'un trajet, on paye avec l'argent qui est mis sur la carte. On verra que ce n'est pas vraiment de l'argent, mais ça, c'est pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je voulais vous montrer un slide qui vient de l'organisme suisse de billettique et qui est déjà relativement âgé, mais qui est intéressant, où ils font une comparaison entre le téléphone mobile et la billettique. Et donc, clairement, en téléphonie mobile, à l'époque, on n'en était plus qu'à 15% de prépayé. Il restera toujours du prépayé parce que il y a toujours un besoin d'anonymat en téléphonie, même si on essaye que ce ne soit pas trop le cas, et aussi en transport en commun. Et ben, si on regarde le prépayé, ce sont tous les billets, les tickets de train, les Brupass, enfin les multiflex chez les techs, et le PSUGO aussi, en général, c'est du prépayé. À côté de ça, il y a tout ce qui est facturation post-paid au mois, par exemple. En téléphone, c'est très classique, très utilisé. C'est ce que l'on retrouve en account-based ticketing et en billettique pour les transports. Et enfin, ben, il y a ce qu'on appelle le flat rate. En télécom, on va de plus en plus vers du triple play, où on a à la fois la télévision, l'Internet, le téléphone mobile. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les notions de mobility as a service. Mais aussi, ben, c'est le principe de l'abonnement, où on paye un prix fixe par mois, on l'utilise ou on n'utilise pas. Ça, c'est un autre problème. Alors, la vitesse, clairement, le passage d'une carte doit aller très vite. Donc, ça veut dire qu'on est à de l'ordre de 300 à 500 millisecondes, donc une demi-seconde maximum. Pour un paiement en magasin, c'est 10 fois plus. Alors, ça a une série de conséquences dans le fonctionnement de la billettique. C'est que, par exemple, attendre l'autorisation d'un système central, c'est quasi impossible. Mais ça a aussi des implications comme le fait qu'utiliser le QR code, même si c'est utilisé dans certains cas, c'est utilisé pour du contrôle, c'est utilisé vraiment à l'occasion en billettique, mais c'est peu pratique. C'est peu pratique pour deux raisons. Une raison, c'est si c'est avec un smartphone, il faut le temps d'ouvrir son smartphone, d'ouvrir l'app, d'afficher, donc ça peut prendre du temps. Et puis le positionnement d'un QR code est quand même plus difficile que le positionnement d'une carte sur un valideur sans contact.
Donc, je n'ai pas dit que c'était impossible, je dis que c'est plus difficile et c'est parfois plus lent. Alors, je dirais une première réflexion, si on compare les télécoms au transport public, clairement, on peut les comparer, ils sont très liés, on a du prix payé, on a du prix fixe, mais on peut se poser la question du roaming. Aujourd'hui, si on regarde le Brupass XL à Bruxelles, on va de Bruxelles à Vilvoorde. Avec un abonnement de téléphone, on va de Lisbonne à Helsinki. Donc, je crois que regarder ce qui s'est passé dans le monde des télécoms et l'évolution, parce que le roaming n'a pas toujours existé, c'est peut-être avoir une idée sur l'avenir de la billettique au niveau du transport public. Une notion qu'il est important de préciser, mais je ne vais pas fort rentrer dans le détail, je crois qu'aujourd'hui tout le monde le sait, l'objectif c'est vraiment l'intermodalité, et donc l'intermodalité c'est faire un trajet aussi bien avec du transport en commun qu'avec des moyens de transport individuels comme marcher, prendre le vélo, et de combiner dans n'importe quel trajet les différents moyens de transport. Qu'est-ce que l'intégration billettique et tarifaire? Je suis toujours dans les définitions et les explications de base. Ça vise clairement à simplifier l'accès au transport public à travers un système unifié qui facilite le voyage, mais il faut bien distinguer deux choses. La première chose, c'est l'intégration billettique. Alors, l'intégration billettique, c'est un seul billet, un seul support, c'est le cas de Mobip. Avec Mobip, aujourd'hui, vous pouvez avoir les abonnements des 4 opérateurs de transport en commun, vous pouvez avoir les tickets de 3 opérateurs régionaux, pas encore la SNCB, mais ce n'est pas de l'intégration tarifaire nécessairement. L'intégration tarifaire, ça veut dire que l'on paye la même chose, quel que soit le fournisseur. Donc, si vous prenez le Brupass à Bruxelles, sur la zone de Bruxelles, là, vous êtes dans de l'intégration tarifaire. Mais effectivement, si vous avez un... Pardon, si vous avez eu un bug jusqu'à Bruxelles, vous pouvez continuer dans Bruxelles avec votre bus de Lane. Mais si vous voulez changer de trajet, vous allez devoir payer une deuxième fois. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas d'intégration tarifaire, même si tout peut s'utiliser avec la même carte Mobip. Donc il y a intégration billettique. Il y a des intégrations billettiques très connues. Londres, clairement, avec l'Oyster Card sur le Grand Londres. Il y a Paris avec le Pass Navigo et tout le monde connaît le fameux ticket de métro parisien. Mais il y a aussi tous les Pays-Bas avec l'OV-Chipcard. Il y a le Danemark avec la carte Reisekort. J'aime bien les Pays-Bas et le Danemark, je reviendrai plusieurs fois dessus. Enfin, j'aime bien, pas tellement parce que j'aime leur système, mais parce que pour moi, ce sont quand même des pays qui ressemblent à la Belgique par leur taille, par leur population, et donc on peut peut-être s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a énormément de villes qui l'ont fait. Je dirais, je cite Lisbonne, mais je pourrais citer Madrid, je pourrais citer Barcelone, je pourrais en citer finalement énormément là derrière. Les intégrations tarifaires, un exemple qu'on prend très souvent, c'est la Suisse. La Suisse, pourquoi? Parce que il y a une réelle intégration à cet endroit-là. Si vous avez un billet qui fait Genève-Lausanne, ben vous faites Genève-Lausanne en bus, en train ou en bateau avec le même billet. Le prix est exactement le même, c'est le même billet. Donc il y a une intégration totale au niveau tarifaire en Suisse. Maintenant, avec un cas qui peut-être est peut-être moins agréable, c'est quand même la Suisse, c'est un des endroits où le transport public est le plus cher en Europe. Donc, peut-être pas l'idéal de copier ça. D'un autre côté, ben, vous avez Paris, où avec le ticket de métro, on peut prendre le métro ou le RER et on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Avec un côté un peu amusant, entre guillemets, à Paris, qui est le fait que tant que je reste en sous-sol, métro, RER, je fais ce que je veux. Et par contre, en surface, vous pouvez utiliser le même ticket, mais si on passe de la surface au sous-sol, il faut payer 2 fois. Enfin, ce sont des choses qui évoluent, ils travaillent là-dessus, mais rien n'est réellement parfait à un endroit ou à un autre. Alors, il faut voir
l'étranger qu'au niveau du pays. Pour les Pays-Bas, on couvre 1,25 fois la Belgique, 18 millions d'habitants. Le Danemark, très souvent, ils intègrent la Suède autour de Malmö, je dirais même taille, mais seulement 6 millions d'habitants. Bon, vous avez des grandes villes comme l'Île-de-France où on se retrouve avec 12 millions d'habitants dans la banlieue parisienne. Vous avez Paris où on se retrouve avec beaucoup moins d'habitants mais une plus petite zone. Londres, on se retrouve aussi avec une relativement grande zone. Ça, ce sont tous des endroits où on se retrouve aujourd'hui avec des intégrations biétiques et tarifaires. Donc, ce sont quand même des endroits où ça se retrouve à beaucoup d'endroits en Europe. Euh, Mobip assure l'intégration billettique, les abonnements des 4 opérateurs, les billets de 3 opérateurs régionaux, mais aussi d'autres opérateurs comme Vilo, Cambio, Interparking qui utilisent la carte Mobip. Par contre, l'intégration tarifaire, elle, est très limitée puisqu'on retrouve à Bruxelles Brupass XL, sur les 4 villes, Anvers, Gand, Liège et Charleroi, on retrouve le CityPass, avec des variations de prix, parce que si on regarde le Brupass 10 voyages, ou si on le compare avec le Delane 10 voyages, on se dit qu'il vaut mieux utiliser le Brupass si jamais on veut même utiliser Delane à l'intérieur de Bruxelles. Par contre, si on regarde sur l'abonnement un mois, là, le Brupass devient plus cher. Donc, il y a vraiment une complexité de la tarification et des abonnements qui interviennent. Parce que quand on regarde à Bruxelles, il y a quand même une 60aine de lignes de Delane. Donc, on peut très bien travailler, se déplacer avec les bus de Delane. On peut se déplacer avec la STIP. On peut se déplacer avec un Brupass qui combine ça avec en plus les trains de la SNCB et quelques bus de tech. Donc, je dirais que pour l'utilisateur, ça reste quand même relativement complexe. Un des points dont je voulais parler, bon là je suis à la limite de la partie billettique et tarif, c'est la notion de zone. Pourquoi? Parce que tous la plupart des endroits où il y a des intégrations tarifaires, en plus, bon, l'intégration billettique est nécessaire pour avoir l'intégration tarifaire, on se retrouve avec des endroits qui sont des endroits zonés. Donc, si vous prenez Paris, Paris, vous vous retrouvez avec Paris et sa banlieue, vous avez 6 zones et ça va jusqu'à 30 km de rayon autour du centre de Paris. Prenez Londres, c'est la même chose. Vous avez 6 zones, puis après vous avez A, B, C, D en plus, mais ça c'est anecdotique. Et vous avez de nouveau, je dirais, une zone qui fait 30 km de rayon. Si on regarde Barcelone, là, on est carrément à 170 km dans la grande longueur, avec un cercle qui n'est pas un cercle, parce qu'au sud de Barcelone, il y a la mer, donc là, il n'y a pas d'intégration billettique sur les bateaux. Par contre, Bruxelles, aujourd'hui, et je ne parle pas d'Anvers, Gand ou Liège, on se retrouve avec le Brupass XL, qui est la deuxième zone, où on est à 11 km. Donc, je dirais, si on compare aux autres villes, peut-être qu'il faudrait élargir. Par contre, et là j'en parlerai plus loin, à Bruxelles, on se retrouve avec le Brupass et le Brupass XL, qui sont 2 billets différents. Si on veut avoir les deux, on doit pratiquement avoir 2 cartes Mobip pour pouvoir le gérer. Ça devient difficile de faire un Brupass XXL et d'étendre ça vers ce qu'on retrouve très souvent, les 6 zones 30 km. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des zones et de se poser la question, évidemment, sur quelle zone doit-on faire l'intégration billettique en sachant que il existe différentes choses, hein, donc Brupass, Brupass XL, il y a les 3 régions, et puis il y a ce qui a été défini comme la zone RER avec sa zone kernel.
Je dirais qu'en général, on considère qu'un bassin de mobilité, c'est pas un cercle en kilomètres, c'est un cercle en durée de trajet. Et on considère que la durée de trajet est une durée de trajet d'1 heure. On arrive parfois à 2 heures à Londres parce que les durées de trajet sont beaucoup plus longues, mais on considère 1 heure de trajet. Et si on part là-dessus, ben en Belgique, le problème, c'est que les bassins de mobilité se superposent. C'est un peu ce qu'on a retrouvé au Danemark ou en Hollande, et donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire tout le pays. Maintenant, l'interopérabilité, l'intégration n'a pas de sens en dehors de bassins de mobilité. Si on regarde au Portugal, ben, il y a d'un côté Lisbonne, d'un autre côté il y a Porto. Entre les deux, il y a 300 kilomètres où finalement il y a très peu de gens qui vont de Lisbonne à Porto, certainement pas sur une base journalière, et donc l'intégration entre les deux villes n'a pas de sens. Par contre, en Belgique, on est beaucoup plus proche. Donc, ça, c'est une question. Et donc, ça ne correspond pas, en général, aux limites de région, de province, même de pays. Et clairement, en Belgique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on est à Anvers, des gens qui passent la frontière avec les Pays-Bas, c'est fréquent. Si on est du côté de Moucron, le fait d'aller à Lille, c'est fréquent. Et du côté d'Arlon, il y a tout ce qu'on appelle la grande région. Donc, si je regarde le train S à Bruxelles, ben, je me rends compte que la carte fournie par la SNCB est en fait une combinaison des trains S avec le métro. J'ai effectivement une offre assez intéressante et un bon maillage sur l'ensemble de Bruxelles. Et donc, je vois qu'il y a une partie qui est couverte par ce qu'on appelle le Brupass, une partie qui est couverte par le Brupass XL, donc la partie rose, et puis le reste, c'est autre. Donc, je dirais que clairement, si on compare à d'autres villes, on a déjà un maillage d'offres qui est intéressant. Le problème, c'est peut-être le système du billet, et d'autant plus que ben, si on regarde, ça existe à Anvers aussi, si on additionne les lignes de bus principales avec les lignes de train, on a un maillage intéressant. Mais clairement, quand on regarde les deux cartes, se retrouve le lien au niveau de Malines. C'était surtout pour ça que j'avais mis ces cartes, pour dire, ben, c'est assez difficile de dire je vais séparer le bassin d'Anvers du bassin de Bruxelles, parce que finalement, ils sont quand même séquents à certains endroits. Voilà, alors avant de passer peut-être à d'autres notions, je voulais de nouveau mettre une petite réflexion. Ben, si on veut passer au transport public en venant de la voiture, il faut que ce soit aussi facile. Quand je prends ma voiture, je vais de A à B, le GPS me guide. Je ne dois pas changer d'essence quand je passe d'une région à l'autre. J'ai la même clé de contact pour rouler en ville et sur l'autoroute. Ben, au niveau du transport public, j'ai envie de dire, la clé de contact, c'est la carte, c'est la billettique, c'est l'intégration billettique, et l'essence, c'est le moyen de paiement, le moyen d'avancer dans le transport public, et donc ça, c'est l'intégration tarifaire. Et donc, probablement, si on veut sortir les gens de leur voiture, il faut une intégration tarifaire et billettique. Un petit rappel, j'ai parlé des types de contrats. Donc, en Belgique, contrat à la prestation, ticket un voyage, 1 heure, une journée, on a. Abonnement nominatif, on a également. Ça, le troisième contrat qui existe, qui est le PSUGO, on ne l'a pas en Belgique. Or, c'est ce qu'on retrouve à Londres, ce qu'on retrouve au Portugal, ce qu'on retrouve avec l'OV Shiftcard en Hollande. Donc, la première étape dont je vais vous parler, c'est les supports de billettique. Alors, les supports de billettique, on est passé du papier à la gestion des cartes, puis le smartphone et l'ABT, l'account-based ticketing. L'account-based ticketing et le smartphone, j'en parlerai dans la seconde partie, et donc je vais peut-être avoir un rappel, mais très très rapide, sur les premiers systèmes de billettique. Au départ, on avait du papier. Et le papier, ça a été utilisé pendant un siècle, si pas plus. Ça n'a pas totalement disparu, puisqu'ici j'ai repris un billet de Budapest qui date de 2023, mais à mon avis, ils utilisent toujours ça à Budapest. Ce sont des systèmes qui, en fait,
sont très très bon marché. Très très bon marché au niveau de la production du ticket, très très bon marché au niveau des systèmes de validation et de contrôle. Donc ça a une raison d'être. À côté de ça, ben, on a rajouté parfois une piste magnétique, le fameux ticket de métro d'Île-de-France Mobilité à Paris, avec une bande magnétique. Ben, la bande magnétique, finalement, ça permettait le transit et donc de ne pas devoir utiliser un billet à chaque fois. Ça a été énormément utilisé. Euh, bon, alors je dirais une petite réflexion, ben, ça a été utilisé pendant 100 ans, ben, pourquoi s'en séparer? Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée, sinon on ne va pas s'en séparer. C'est ce qu'il y a de moins cher et de plus facile et moins et efficace à mettre en œuvre. Et ça fonctionne, ben, j'ai pris les exemples SNCB, ça fonctionne pour le ticket et ça fonctionne pour le multi-ticket. Alors est arrivée la smart card, et quand je dis est arrivée la smart card, elle est arrivée vraiment les pionniers, c'est 1997 à Hong Kong avec la carte Octopus, arrivée en 2003 à Londres avec l'Oyster Card. Elle est arrivée, ben, comme je tiens à vous parler du Danemark et des Pays-Bas, 2005 aux Pays-Bas, 2006 au Danemark. Elle est arrivée en 2008 en Belgique avec la carte Mobip. Alors, c'est clair que, à part sur la carte Mobip, la plupart des installations de smart card ont été faites avec l'arrivée du PSU Go en même temps, donc du contrat à valeur, donc j'expliquerai le fonctionnement, qui a été vraiment introduit avec la smart card, sauf à Paris, où en fait à Paris, ben, la carte a d'abord été utilisée comme abonnement. Aujourd'hui, elle commence à être utilisée pour remplacer le ticket de métro. En Belgique, on n'a pas installé non plus de PSU Go. Il y a différentes technologies, c'est important de le savoir. Les cartes, en tout cas Pays-Bas, Danemark, sont des cartes de type MyFair, qui sont des cartes moins sécurisées et moins coûteuses, mais moins sécurisées que la carte que l'on retrouve à Paris ou en Belgique, qui sont des cartes Calypso, en sachant quand même que bon, la carte Calypso a un coût brut relativement élevé, mais à un niveau de sécurité et des fonctionnalités très intéressantes et qui sont souvent sous-exploitées. Voilà, donc, alors, clairement, ben, on a amené une smart card. Tout ce qu'on peut faire avec du papier, on peut le faire avec la smart card. C'était nominatif pour les abonnements ou anonyme. De façon générale, on retrouve la même chose partout. Ça permet d'avoir plusieurs contrats sur une carte. Donc, ça permet d'avoir, dans le cas de Mobip, on peut en avoir 8. Donc, par exemple, on peut avoir un abonnement SNCB, un abonnement de Lane, des tickets Stip, des tickets de Tech. On peut mettre jusqu'à 8 contrats différents sur une carte. Donc, par exemple, un 10 voyages, ça, c'est un contrat. Et puis, il y a d'autres usages, comme le parking. En Belgique, c'est Interparking qui a défini le compartiment parking et qui l'utilise. Ça peut être utilisé pour les voitures partagées comme Cambio. La grande raison de mise en place dans la plupart des pays, c'est le PSUGO. C'est le cas de la carte Octopus, de l'Oyster Card, de l'Oveship Card, de Razorcard. Toutes ces cartes ont été mises en place pour mettre en place le PSUGO. Ça n'a pas été fait sur Mobip, bien que ce soit possible. Maintenant, clairement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de possibilités. Hein. On peut en faire une carte touristique, on peut mettre des places de théâtre dessus, ça peut être une carte d'étudiant avec des accès bibliothèques. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut se rendre compte que mettre en place un système de carte type smart card, c'est beaucoup plus coûteux que de le faire avec une billettique papier. Et donc, ça a amené des regroupements là où il n'y avait pas de regroupement pour pouvoir le gérer. Donc, sans rentrer peut-être dans les détails, on est passé, progressivement, on est passé du papier à la smart card qui a introduit le PSUGO. Et on arrive aujourd'hui à l'account-based ticketing dont je parlerai dans la deuxième partie. Alors ici, uniquement pour le fun, un choc de 2 montres, une smart card au V-Chip card poinçonnée par un contrôleur SNCB avec un petit trou et l'impression.
Bon, c'était une petite touche humoristique. J'ai déjà parlé du PSUGO, du contrat à valeur. Il y a des variations, c'est quand même important de l'expliquer. C'est Londres, c'est le Danemark, ce sont les Pays-Bas, c'est pas mal d'endroits. Le principe, c'est on met de l'argent sur la carte et on l'utilise pour payer. Et ça ne peut servir qu'à du transport. En fait, on ne met pas de l'argent sur la carte, on achète des jetons que l'on va consommer pour le transport. C'est important parce que si on met de l'argent sur la carte et que ça reste de l'argent, il faut une licence bancaire, c'est beaucoup plus complexe, il faut pouvoir récupérer l'argent. Donc ici, exactement comme on achète un billet, on achète des jetons et on consomme les jetons. Et puis, les usages, il y en a plusieurs. Le billet simple, par exemple, on paye pour 1 heure, mais le tarif peut être différent. Donc, je dirais que si on paye 1,90 € d'un côté et qu'on paye 2,10 € de l'autre, d'un côté, on va utiliser 19 jetons et de l'autre côté, on va en utiliser 21. Et donc, ça permet, en ayant acheté des jetons, de payer des billets à des prix différents de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Et alors, je vous ai parlé des zones. Pour tout ce qui est billets zonés, là, on badge en entrée, on badge en sortie, enfin, on valide en entrée, on valide en sortie, et ça permet de payer en fonction du trajet. Donc aujourd'hui, si on regarde pour aller à la Hulpe, la SNCB demande 4,40 € pour aller à Genneval, il demande 4,50 €, 44 jetons, 45 jetons. Il n'y a pas de problème, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Simplement, ça lui coûte un peu plus cher à Genneval qu'à la Hulpe. Ça nécessite des valideurs, bien qu'il y a quand même des systèmes. Ça fonctionne sur base de la carte, puisque dans la plupart des pays, ça a été implémenté sur base de la carte, bien que ce soit la base de l'account-based ticketing, et je vous parlerai de l'account-based ticketing par après. Dans le cas de l'account-based ticketing, en général, on n'a plus que ce système-là. On n'a plus les abonnements, on n'a plus les billets à la prestation, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, c'est pas Proton. Alors, Proton, certains s'en souviennent, ça a existé de 96 à 2014. Ça permettait d'acheter son journal et ses cigarettes. Ça donne une bonne idée de ce qu'est le PSUGO, sauf que le PSUGO, ce sont des jetons. Ça ne sert que pour le transport, sauf qu'à Hong Kong, en 1998, quand ils ont mis ça en place, ils l'ont utilisé aussi pour des petits achats. Donc, il ne faut pas de licence bancaire puisque c'est des titres de transport. Et donc, check-in seulement, check-in, check-out, avec différentes évolutions. Par exemple, à Londres, vous pouviez rentrer, si sur votre carte, vous aviez de quoi payer le trajet minimum. Si vous avez fait un trajet plus long, vous n'avez pas assez à la sortie, il fallait recharger votre carte avant de pouvoir sortir du métro. Aux Pays-Bas, c'est l'inverse. On prenait le maximum. Et puis, au moment de sortir, on remettait sur votre carte ce que vous n'aviez pas consommé. Et effectivement, si vous oubliez de badger en sortie, vous avez payé le maximum. Et j'ai envie de dire, tant pis pour vous, bien que souvent, il y a des moyens de correction par Internet. Le principe du capping qui est extrêmement important, c'est que en PSUGO, on va payer son trajet. Si avec plusieurs trajets, on a utilisé plusieurs fois le bus à Bruxelles, on arrive au tarif journalier, on s'arrête au tarif journalier. Quand on arrive au prix de l'abonnement mensuel, on plafonne à l'abonnement mensuel. Alors clairement, si on a ce capping qui est mis en place, il n'y a plus aucune raison d'acheter un abonnement. Puisque l'abonnement, c'est se dire je vais consommer. Non, alors c'est pas grave, on consomme, mais quand on arrive au prix de l'abonnement, on paye plus. Donc, il faut plus réfléchir. C'est effectivement très facile et pratique. À Bruxelles, la STIP l'a mis en place sur sa solution OMV, donc je parlerai de l'OMV par après, mais donc qui est la solution d'utilisation de la carte bancaire directement. Eh bien là, le prix il est plafonné au ticket journalier. Si vous utilisez beaucoup le transport en commun bruxellois et que vous arrivez au montant du ticket journalier, vous ne payez pas plus. Y a-t-il possibilité d'avoir des réductions? Bien sûr, pas sur de l'anonyme, mais sur du nominatif, il y a moyen. La smart card
garde les infos comme l'âge du porteur, des statuts sont possibles, étudiants, famille nombreuse, tout ça peut être mis sur la carte. Ce n'est pas mis en général sur la carte mobile parce que il y a une différence sur le statut étudiant ou jeune entre les différents opérateurs. Donc, parfois c'est 25 ans, parfois c'est être à l'UNIF. Enfin, il y a différentes choses qui interviennent. Donc, ce n'est pas mis, mais ça peut être mis sur la carte. La carte mobile a ce qu'il faut prévu pour ça. Et donc, sur base de ces statuts sur les cartes, on peut clairement donner des prix différents. Et donc, ça peut clairement se faire en account-based ticketing. Et si on regarde une des choses qui était faite avec la Reisekort au Danemark, c'est que si vous avez une carte nominative et que vous avez à la fois un pay-as-you-go, donc vous avez mis des jetons et un abonnement, toute la partie qui est couverte par l'abonnement va être déduite de votre prix de trajet et le reste va être payé par les jetons. Un point important parce que ça devient de plus en plus problématique, c'est l'aspect de la fraude. Alors clairement, quand on travaille en carte B, c'est donc que les contrats sont dans la carte. C'est facile à contrôler. Je parle du principe antifraude ici. C'est facile à contrôler. Pourquoi? Parce que vous avez une image de la carte qui est mise dans un système central. Et donc, si à un moment vous voyez que l'image de la carte n'est plus respectée, vous pouvez bloquer la carte. Et donc, ça devient effectivement très difficile de frauder. Il y a eu un hacking de la carte OV Chipcard en Hollande en 2008, et c'est grâce au système central qu'ils ont pu faire continuer le système. Et si on regarde à Lisbonne, ils ont été même jusqu'à un moment à mettre une simple carte à mémoire. Donc avec votre téléphone, c'était même pas du hacking, il y a des apps qui le permettent. Vous pouviez copier la carte, vous mettiez 10 euros, vous copiez la carte, vous l'utilisez, quand il n'y a plus rien dessus, vous remettez l'image qui était sur le téléphone. Le problème, c'est que c'est détecté par le système central, donc c'est vu par les contrôleurs, c'est mis en liste noire sur les valideurs dès que c'est détecté. Donc finalement, c'est impossible parce que vous ne pouvez pas hacker la carte et le système central. Par contre, il y a des systèmes qui sont plus robustes que d'autres. La carte Calypso, qui est la carte utilisée au niveau de Mobip, qui est une carte qui est utilisée un peu partout. Hein. C'est la carte qui est utilisée à Lisbonne, c'est la carte qui est utilisée à Paris. Enfin, elle est moins utilisée que la MyFair parce qu'elle coûte plus cher. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été craquée et vu les systèmes de sécurité, c'est, je dirais, peu probable. L'historique de l'intégration, je regarde, oui. Normalement, je devrais être au bout de mes 45 minutes, Une mais minute. oui, mais on a commencé un peu en retard, hein, donc je vais un peu déborder, mais pas trop. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'historique de l'intégration en Belgique, mais je voulais quand même vous mettre en avant. En 1970, il y a eu l'abonnement MTB, donc c'était les trois opérateurs de l'époque, puisque Delaine et Tex, c'était la SNCV, plus la SNCB et la STIP à Bruxelles. C'est l'abonnement. 2003, on voit le ticket, et 2019, c'est étendu au Brupass XL. Un des points qu'on met très souvent en avant, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais on met souvent en avant que l'intégration tarifaire risque de retirer du revenu pour les opérateurs. J'ai envie de dire, c'est d'abord fort à relativiser parce que une grosse partie du revenu, c'est quand même le paiement des subventions. Et l'autre chose, c'est que a priori, si un utilisateur paye pour aller de A à B un certain montant, le problème principal, c'est de répartir honnêtement le revenu entre les opérateurs qui ont effectué le transport. Mais l'utilisateur, c'est pas parce qu'il a une intégration tarifaire qu'il va utiliser plus le transport en commun. Pas rentrer trop dans le détail. Pourquoi? Parce que le dernier point que je voulais vraiment mettre en avant, c'est l'organisme unique. L'organisme unique que l'on retrouve pratiquement partout, parce que, outre la coordination du transport, ça c'est une des choses qu'il fait, il s'occupe du système billettique et de la répartition du revenu. C'est vraiment la seule façon
d'avoir une intégration tarifaire qui fonctionne bien. Ils ont été mis en place parfois pour gérer une smart card qui était plus coûteux que le papier. Certainement un account-based ticketing où on achetait des jetons globalement et puis ça générait du revenu pour l'ensemble des voyageurs. Et donc on se retrouve avec des organismes existants avant la smart card, comme Transport for London, qui a ses origines en 1933, Île-de-France Mobilité à Paris en 1959, on trouve à Madrid, à Barcelone. Mais alors, il y a des organismes qui sont venus avec la Smart Card. C'est le cas de Hotlis à Lisbonne, c'est le cas des Pays-Bas avec Translink System, c'est le cas du Danemark dans le cadre de Reisekort. Les deux points de comparaison sur lesquels je vais insister, je viendrai dans la deuxième partie aussi, donc je ne vais pas trop en parler ici, mais où clairement c'est le Danemark et les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que ça a démarré en même temps que la carte Mobip. Ils ont tous les deux un PSUGO. Ils sont tous les deux en mutation pour l'instant. Mais, et donc les évolutions, j'en reparle après. Donc je vais aller très très vite. Mais c'est important de savoir que dans les deux pays, il y a un système unique de paiement avec un PSUGO. Ça, c'est l'intégration billettique. Il y a un tarif intégré qui n'est pas toujours harmonisé. Ça veut dire que on paye le même prix pour un trajet quand on est dans une ville, mais on ne paye pas nécessairement le même prix d'une ville à l'autre. Mode de fonctionnement unique, y compris les évolutions. Aujourd'hui, ils changent complètement leur système. Ils le changent au niveau national. C'est pas chaque opérateur qui le change. Un seul système, ben, c'est un coût moindre des 4 ou 5 systèmes, je ne sais pas comment on compte en Belgique, même si on a reproché au Danemark le coût du système. Reisekort, la mise en œuvre, ça a quand même coûté plus ou moins 200 millions d'euros, mais j'ai envie de dire, si on regarde le coût du projet Retibo chez Delaine, on est dans les mêmes ordres d'idées. Au Danemark, il y a une évolution vers l'ABT. Aux Pays-Bas, il y a une évolution vers le MV, mais ça, j'en parlerai plus dans la deuxième partie. En Belgique, il y a BMC qui a été créé en 2010, qui est dépositaire du standard Mobip. En 2015, on a Mobip qui est étendu chez les 4 opérateurs. Et donc, en 2025, il n'y a que les billets NCTB qui ne s'y trouvent pas. Mais l'organisme est un hub d'échange d'informations et de standardisation. Il y a 4 systèmes différents et des évolutions différentes qui sont parfois des évolutions divergentes. Et là, quand je vais parler dans la deuxième partie de l'ABT et de l'EMV, on va voir pourquoi là, 4 systèmes, ça devient aujourd'hui un blocage complet pour l'intégration. Intégration qui était possible tant qu'on restait avec la carte. Il n'y a pas de PSUGO en Belgique, je le dis également. Or, c'est quand même une façon d'intégration importante, même si avec la carte, c'est parfaitement possible. Les demandes et attentes, soit j'en parle maintenant, soit on fait la pause maintenant, c'est comme vous voulez. Mais sinon, très rapidement, je ne sais pas si les slides seront distribués ou en tout cas, mais je ne vais pas lire le texte complet, mais on retrouve dans l'accord fédéral des demandes qui sont formulées au sein de l'accord du gouvernement fédéral. On retrouve des demandes au niveau de l'accord wallon, au niveau de l'accord flamand, je ne l'ai pas réellement retrouvé, mais ça se retrouve dans les déclarations de politique plus spécifiquement. Bruxelles, malheureusement, il n'y a toujours pas d'accord de gouvernement. Il y a effectivement, j'en parle quand même, le Conseil central de l'économie qui a déjà remis un avis le 23 avril 2025 où clairement on demande un système intégré, on demande un titre de transport unique. Et je voulais aussi parler de quelque chose qui a été fait, bon c'est plus vieux, ça date de 2017, il y a eu un panel citoyen à Bruxelles qui s'est réuni 2 week-ends avec des citoyens tirés au sort. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Dans les 6 pages, on trouve 5 thématiques. Le partage de l'espace, le désengorgement de la ville a servi de base au plan en Good Move, mais une carte de mobilité avec accès à tous les systèmes de mobilité était demandée, une communication et des politiques de mobilité où clairement l'organisme qui unifie les choses était aussi quelque chose de demandé. Donc,
La deuxième partie, clairement, je vais commencer par parler du smartphone, puis je vais vous expliquer justement deux acronymes qui posent question, l'ABT ou Account Based Ticketing et derrière ça l'EMV, avant de terminer avec le MaaS, Mobility as a Service, et clairement les aspects du futur. Donc, le smartphone, et là je commence par une réflexion, il faut savoir qu'en 2016, il y avait 4 milliards de smartphones dans le monde pour seulement 3 milliards de brosses à dents. Donc, il y a plus de smartphones que de brosses à dents. Donc, finalement, si on veut accéder au public, il vaut mieux attaquer par le smartphone que la brosse à dents. Et d'autant plus que quand on parle de mobilité, le mobile est quand même très, très lié. Alors, le smartphone comme billet proprement dit, ça reste marginal, même si c'est utilisé. À Oslo, on est arrivé à plus ou moins 50% des billets, mais 100% on le fera jamais. Par contre, le smartphone comme outil d'information, c'est vraiment la première source en transport. Et quand je dis la première source d'information à la fois sur le trajet et d'information sur les billets et parfois d'achat également. Il faut savoir que le smartphone, pour remplacer une carte de transport, c'est en concurrence à la carte bancaire. Je dirais celui qui va utiliser son smartphone est le même qui va utiliser la carte bancaire, donc ça c'est une chose. L'émulation de la carte est complexe mais s'améliore. Ça a été abandonné aux Pays-Bas, ça a été abandonné en Irlande qui étaient des précurseurs, mais par exemple l'Irlande y est revenue. C'était implémenté à Paris. Alors, c'est important de savoir que il y a une émulation de la carte Navigo à Paris et ça fonctionne. Donc, on pourra le faire avec la carte mobile puisque c'est technologiquement la même. Mais par contre, il faut savoir, et quand je disais que c'est en compétition avec la carte bancaire, il faut savoir que par défaut, si on peut utiliser une carte bancaire, on peut utiliser un smartphone puisqu'on peut utiliser Apple Pay, Android Pay, enfin toute une série de paiements par smartphone, et donc ça peut remplacer la carte. Il y a différents usages, donc ce qu'on appelle le NFC, donc c'est vraiment le Near Field Communication, c'est l'équivalent de la carte que l'on met devant le valideur, mais il y a aussi le QR code. Alors le QR code, c'est lent en lecture, ça nécessite effectivement d'allumer son téléphone, bien présenter son téléphone. Et puis, il y a encore une application qui s'étend au niveau de l'Europe, qui est Fertic, qui a démarré au niveau suisse et qui est une détection automatique des trajets. J'en parle un peu après. Aujourd'hui, quand on regarde les usages du smartphone, c'est l'outil de référence pour le calcul d'itinéraire. On peut le faire sur PC, mais c'est quand même vraiment le smartphone quand on se déplace. Déjà, c'est pas si facile et ça justifie peut-être parfois un organisme centralisateur parce que certains opérateurs vont privilégier un mode de transport plutôt qu'un autre, c'est parce qu'attend le voyageur, parce que ça doit tenir compte normalement des types d'abonnements dont on dispose. C'est pas évident avec, si vous prenez Google Maps, vous faites un trajet, vous lui dites transport public, lui, il y va franco. Hein. Le transport public, ça veut dire les bus de Lane, les trains de la SNCB et puis les bus des Tech. Oui, mais vous n'avez pas tous ces abonnements, alors vous dites pas le train, mais il reste les bus de Lane et des Tech. Non, c'est pas évident. Et il y a beaucoup d'opérateurs sur le marché. Alors, on peut l'utiliser aussi pour gérer son compte et donc deux façons de faire. En gardant la carte comme titre de transport, soit la recharge par le smartphone, ça devient de plus en plus performant et de plus en plus facile, mais ça reste quand même parfois un peu tricky. Par contre, c'est exactement la même chose que les achats par Internet. On peut envoyer en green list dans les valideurs ce que l'on a acheté avec son smartphone. Et la première fois où on passe devant un valideur, c'est chargé sur la carte. Ça, c'est ce qu'on appelle les applications compagnons. Ou bien on peut l'utiliser comme billet et donc passer les portiques, passer devant un valideur, soit en émulation de carte, soit en QR code. Donc là, j'ai peut-être fait un petit peu le tour des usages. Les technologies,
je dirais, garder sur le smartphone. Après, il faut la validation. Le chargement par NFC sur la carte, c'est de plus en plus efficace, comme je le dis. Et la partie green list, comme pour le web. Et c'est de plus en plus rapide, puisque dans le temps, les opérateurs vous disaient, ben, vous avez acheté sur Internet, votre billet sera chargé sur la carte à partir de demain. Alors pourquoi? Ben, c'est parce que les bus n'étaient pas online et donc il fallait qu'ils reviennent au dépôt pour que les green lists soient chargés dans les valideurs et donc ce n'était que le lendemain qu'en rentrant dans le bus, c'était chargé sur la carte. Et alors, il y avait un autre problème, c'était la mémoire disponible pour les green lists, mais ça, c'est fini aussi, parce que parfois, ben, vous aviez des sociétés qui payaient des abonnements et personne ne l'utilisait, donc ça traînait en green list un certain temps, ça encombrait les mémoires. Tout ça, ce sont des choses qui ne se posent plus. La validation au niveau du smartphone, vous avez l'auto-validation, c'est notamment le cas de Fertic, et à ce moment-là, le contrôle se fait par QR code. Donc, vous dites sur votre smartphone, je consomme, et si jamais il y a un contrôleur, vous lui montrez l'application avec le QR code qui dit que vous avez bien validé. Le QR code proprement dit, c'est peu efficace. J'ai envie de dire, regardez à Zaventem les portiques pour sortir du train. Et alors aussi, ben, si vous allez dans une gare comme Rotterdam en Hollande, où vous avez les gens qui viennent avec leur ticket de RER, pardon, pas de RER, leur ticket de Thalys, sur lequel il y a un QR code qu'ils vont utiliser pour passer le portique, et vous avez à côté les gens qui passent avec l'OV Chipcard. Vous voyez le temps de passage avec l'OV Chipcard, ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avec le QR code sur un papier. Et puis, ben, l'émulation de carte qui est de plus en plus efficace. L'exemple irlandais, ils ont une application qui s'appelle Leap Top Up. Alors, Leap, c'est l'équivalent de Mobip. La Leapcart, c'est la carte de transport irlandaise. Sur la Leapcart, il y a un Pay As You Go. Et l'application Leap Top Up permet principalement de voir tout ce que vous avez consommé dans le Pay As You Go, mais aussi de recharger votre carte en disant, ben voilà, je veux rajouter de l'information. Au départ, quand ils ont mis la Leap Top Up en application, ils ont aussi mis en application une autre app qui faisait de l'émulation de cartes. Ils l'ont abandonné parce que c'était trop complexe et c'est revenu récemment. Si je regarde les Irlandais, ils ont, et là je ne parle que de TFI, qui est l'organisme public irlandais, ils ont toute une série d'applications. Et donc, il y a la Leap Top Up dont je vous ai parlé. Il y a actuellement la TFI Go, qui est l'émulation de cartes qui permet d'acheter des tickets et de les mettre sur la carte. Il y a la TFI ANSEO, qui est l'application pour les bus à la demande. Et puis, ben, ils ont un planeur. Ils ont aussi une application qui permet de vérifier que le véhicule et le chauffeur sont agréés. Et tout ça, c'est lié à, j'en ai mis une image, la Leapcart. Il faut savoir que la Leapcart, il y a des Leapcart juniors avec des tarifs préférentiels. Il y a des Leapcart qui sont des cartes d'étudiants où il y a le nom de l'université et donc l'étudiant utilise comme carte d'étudiant, mais aussi comme carte de transport. Donc, c'est un système national au niveau irlandais qui est relativement efficace. Si je regarde à Paris, ben la carte Navigo, aujourd'hui, elle sert à la fois d'application compagnon, avec la possibilité de recharge par NFC. Donc, vous pouvez acheter et charger par NFC. Elle sert d'application aussi d'émulation et elle dépasse l'aspect du transport en commun. Et donc, comme je disais, 82 opérateurs à Paris, étendu aussi au parking, au vélo. Donc, c'est une. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ben, ce qui se fait à Paris, technologiquement, ça peut se faire à Bruxelles, puisque c'est la même carte. Même qu'au niveau de la carte Calypso,
ils avaient prévu un système qui s'appelle Hoplink, je ne sais pas du tout où il en est actuellement parce que je crois qu'il n'a jamais été vraiment utilisé, qui aurait permis d'utiliser la carte Mobip à Paris. Et la carte Navigo à Paris. Donc, si jamais il y a des accords, de pouvoir utiliser une autre carte Calypso dans un autre environnement pour quand même charger des billets. Donc, on pourrait faire de l'intégration billettique entre Lisbonne, Paris et Bruxelles. L'application Fertic dont je vous parlais en auto-validation, donc l'application Fertic, c'est quoi? Alors c'est une application qui en termes d'utilisation pour l'instant explose complètement. C'est une application qui fait de l'auto-validation puisque le principe, vous avez votre smartphone et à un certain moment, vous dites « je démarre le voyage ». Vous pouvez le faire aussi avec votre montre et à la fin, vous dites j'arrête le voyage. Et c'est l'application qui remarque si vous êtes dans un bus, dans un train, ce que vous utilisez comme transport en commun et qui, sur base de ça, débite votre compte. Donc, l'application a été démarrée en Suisse. Moi, je l'ai eu je crois que je dois l'avoir vu en 2017 en pilote sur Berne. Et puis, l'ensemble de la Suisse, le Liechtenstein, le Vorarlberg, l'ouest donc de l'Autriche, n'étant qu'un seul compte. Donc, je dirais, là, on avait une intégration totale sur la Suisse et qui intégrait le Liechtenstein et l'Autriche et même une petite partie de l'Allemagne. Et puis, cette application a été étendue à d'autres endroits parce que, par exemple, actuellement, elle est en fonction dans le sud-ouest de la France. Et mais là, ce n'est pas le même compte que le compte suisse. Hein, donc, je ne crois pas qu'avec une application Fertic suisse, on puisse circuler dans le sud-ouest de la France. Et elle va être généralisée progressivement à partir de l'année prochaine comme remplacement de Reisekort au Danemark. Mais donc ça, j'en parle par après. Donc, on se trouve avec une application qui est extrêmement utilisée. J'ai essayé dans la présentation de mettre le moins d'avis personnels, mais je dirais, moi, j'adore cette application, je trouve qu'elle marche très bien, mais en Belgique, vu la culture de la fraude, je suis qu'à moitié convaincu que ça peut fonctionner. Donc le Danemark. Alors le Danemark a utilisé de 2013 à 2026 la Reisekort, qui est une carte MyFair avec certaines limitations technologiques. Et donc ils sont partis sur un remplacement à partir de 2026, un remplacement complet. Remplacement complet basé sur deux applications. L'application Fertic, donc d'auto-validation d'une part, et une application qui s'appelle Reisebillet, qui, elle, est une application qui permet d'acheter des billets pour un trajet spécifique. Donc là, on n'est pas dans une application où on a un compte et à la limite, on a une carte de crédit débitée, on est débité mensuellement en fonction du trajet qu'on a fait. Là, on est dans une application où on achète des billets d'un point A à un point B que l'on va donc c'est plus pour le voyage occasionnel. Et clairement, ils vont garder une carte. Ils sont obligés de garder une carte pour ceux qui n'utilisent pas de smartphone. Et ça va rester, mais ils vont remplacer la Reisekort, ils vont la remplacer par une nouvelle. Il faut savoir qu'au Danemark, il n'y a aucun portillon, mais il y a 10% de contrôle. Donc on est dans un environnement où il y a énormément de contrôle. J'utilise relativement beaucoup le transport en commun. J'ai l'impression que j'étais plus contrôlé au Danemark qu'à Bruxelles, parce que notamment au Danemark, il y a un métro automatique. Il y a des gens qui se promènent en permanence dans le métro automatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est amusant, notamment pour chasser les chats sur les rails en extérieur, et parce que ça bloque les métros. Et donc il y a en permanence des gens qui circulent dans le métro automatique et quand ils ne font rien, ils contrôlent. Et donc, vous avez des personnes toutes seules qui contrôlent systématiquement dans les métros. Et comme le Danemark est un pays où il y a quand même un contrôle social important, ça ne pose pas de problème. J'imagine des contrôleurs seuls à Bruxelles,
je crois que c'est plus difficile à envisager. En Belgique, je dirais application globale Mobip, application compagnon, il y en a une qui est MyMobip, donc qui permet de voir ce que l'on a comme billet, la situation de son abonnement. On peut scanner sa carte, voir y compris le temps de trajet. Si on a décidé d'utiliser un voyage d'1 heure, on voit où on en est. C'est pas une application qui est destinée à valider, c'est une application de type application compagnon, même malheureusement, elle ne permet pas aujourd'hui d'acheter ou de renouveler un abonnement, sinon on aurait une application compagnon complète. Je dirais que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la raison, mais pourtant ce serait très très simple et un peu plus complexe si on veut directement charger la carte, très très simple si quand on achète, on envoie ça en green list, ça rentre dans les valideurs et la première fois où on passe sa carte, c'est chargé sur la carte. À côté de ça, chaque opérateur a sa ou ses propres apps avec, je dirais, beaucoup de... mais des choses assez différentes et finalement qui sont relativement complexes pour l'utilisateur. Et donc, si je prends l'application SNCB pour acheter des billets qui est fort utilisée, vous avez une application au niveau du tech, y compris ils ont fait de l'émulation de cartes. Je n'ai pas été voir en détail où ils en sont à ce niveau-là. De Lane, il y a l'application de Lane, mais cette application d'achat de billets se retrouve dans beaucoup d'autres applications. Il y a une application Steep avec de l'auto-validation, utilisation de QR code. Après ça, on peut rajouter Floya, on peut rajouter plein de choses. Donc, il y a énormément d'applications, mais on ne se retrouve pas avec une application unifiée. Donc, c'est assez disparate. Il n'y a pas d'approche intégrée. Et puis, il y a des applications qui essayent d'intégrer, comme, alors je parlais de Floya, qui est une application Steep, et puis vous avez Olympus de Olympus Mobility, j'en reparlerai peut-être au niveau de masse, où en fait, ce sont des third parties qui essayent de fournir des planeurs avec possibilité d'achat de l'ensemble des billets. Si je compare la carte et le smartphone, je crois que c'est quand même toujours important de faire une comparaison entre les deux. La carte a quand même des avantages. La carte n'a pas de batterie, donc ça tombe pas à plat. La carte peut tomber et n'est pas cassée, enfin sauf si gèle très fort ou les cartes peuvent casser, mais sinon c'est quand même relativement rare. Une carte ne craint pas la pluie. Le coût de remplacement de la carte est faible. La sécurité, donc si je la perds, si je la plie dans ma poche, c'est pas encore catastrophique. La sécurité basée sur les clés est relativement facile à mettre en œuvre et une carte n'a pas besoin d'être réellement activée pour être utilisée. Vous pouvez acheter des cartes non nominatives dans les automates de vente de la STIP et les utiliser tout de suite. Par contre, le smartphone a comme avantage qu'il permet de planifier le trajet. Le téléphone peut être utilisé pour l'achat. Vous ne pouvez pas acheter avec une carte. Vous pouvez acheter sur une carte, mais pas avec la carte. Le téléphone, lui, vous pouvez faire l'achat. Ça peut servir d'écran pour afficher ce qui est disponible. Et enfin, ça peut être utilisé à beaucoup d'autres choses que le transport en commun. Probablement, de mon point de vue, que le meilleur des mondes, c'est la combinaison des deux. Donc, je crois très fort aux applications compagnons qui permettent de gérer complètement votre compte, qui vous permettent de gérer votre trajet. Et puis, en fin de compte, pour passer les portillons, pour passer les valideurs et pour être contrôlé, vous utilisez une carte, ça marche pas mal. Là, j'ai fait le tour du smartphone, je reviendrai peut-être un petit peu, mais l'autre aspect extrêmement important aujourd'hui dans l'évolution, c'est l'account-based ticketing, et d'où l'abréviation ABT. Alors, l'account-based ticketing, exactement comme la smart card avec le PSUGO a ouvert d'autres possibilités, l'account-based ticketing ouvre d'autres possibilités, tout en permettant tout ce qu'on a pu faire avant. Donc, à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on a? Plutôt que d'avoir vos contrats, vos billets, vos abonnements, votre PSUGO qui est dans la carte n'est plus qu'un identifiant et tous vos contrats, ils sont dans le système central. Ça, c'est le principe de base. Donc, tout ce qui est possible avec la carte, y compris le PSUGO, évidemment, est possible en ABT. Alors, quand je dis y compris le PSUGO, pourquoi? C'est parce que si
on fait du pay-as-you-go en système central. On peut faire du capping sur le mois en post-paid, et donc on n'a plus besoin des abonnements, on n'a plus besoin des billets à la prestation. On peut se limiter à un pay-as-you-go généralisé en système central. Par contre, il y a un point qui est très important, et là je vais insister là-dessus, c'est l'interopérabilité doit se faire par un système central unique et pas par une carte commune, même si l'identifiant, lui, doit rester unique. Alors, qu'est-ce que je veux dire là derrière? Si vous prenez un Brupass et que vous le consommez d'abord une première fois dans un tram de la STIP et puis vous passez dans un bus de Delane, au moment où vous présentez la carte au valideur de Delane, il lit sur la carte que vous avez déjà validé dans l'heure sur le système de la STIP, et donc il ne vous décompte pas un second Brupast, et vous avez un trajet multi-opérateur, ce qui est assez standard, j'ai envie de dire, dans la plupart des pays et des villes européennes et dans le monde. Euh, Si vous avez un système d'account-based ticketing, il faut que le système central soit unique si vous voulez pouvoir payer qu'une seule fois pour un trajet. C'est pas possible autrement. Enfin oui, vous me direz, on peut échanger les informations, mais vu la masse de validation, si on doit tout échanger entre plusieurs systèmes, c'est totalement ingérable. Donc ça, il faut le savoir, il faut un système central unique. La carte ne suffit plus, ça c'est une chose. Ça nécessite des valideurs semi-online et des bonnes communications. Alors pourquoi? Simplement parce que, comme je l'ai dit, ça doit aller vite. Donc, quand vous présentez une carte, la seule chose qu'ils regardent, c'est que c'est une carte qui est associée à un compte. OK, ça va, ça, on peut passer. Peut-être que le compte, il n'a pas de moyen de paiement ou il est bloqué pour une raison quelconque. Et donc, le temps que l'information arrive au système central et le système central dit non, cette carte-là, elle ne peut pas passer, vous êtes passé. Et donc, ce que le système central fait, c'est de dispatcher à tous les valideurs, attention, cette carte-là, la prochaine fois qu'on la voit, on la bloque, et donc on met en blacklist, et on bloque la carte, et donc c'est pour ça qu'il faut de bonnes communications et des valideurs semi-online, parce que dans les 5 minutes, dans le quart d'heure, il faut, si quelqu'un passe avec une carte, pas de la fraude, hein, c'est moyen de paiement bloqué, plus assez d'argent, enfin quelque chose comme ça, on envoie l'info, bloquez-moi cette carte. Bon, on peut continuer à avoir un système d'abonnement sur carte, et donc avec de l'ABT, ça fonctionne très bien. Bon, la carte mobile pourrait très bien continuer à avoir les abonnements SNCB sur la carte, et par contre, à côté de ça, avoir du PSUGO. Et donc, si vous n'avez pas un abonnement pour ce trajet-là, il prend des jetons au travers du PSUGO qui peut être en ABT. Mais ça offre évidemment pas mal de possibilités. Bien sûr, le post-paid que l'on n'avait pas après, donc on peut payer mensuellement, comme pour le téléphone. Facturation, récupération de la TVA, le bill split entre employé et employeur, toutes ces choses-là sont permis. Ça permet, si vous êtes lié à un compte bancaire, avoir des garanties pour les véhicules. Donc, ça veut dire que vous pouvez directement prendre une voiture partagée avec votre compte ABT sans être obligé de faire un enregistrement. Condition qu'il sache quand même aussi que vous avez un permis de conduire, mais enfin, ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça ouvre des possibilités. Ça permet des règles de capping complexes sur des logs périodes et effectivement des règles multimodales complexes également. Le fonctionnement, l'utilisateur doit avoir un compte. Alors, soit c'est prépayé, il l'a alimenté, et alors il va passer en liste noire quand il n'a plus assez d'argent. Soit il peut associer avec une facturation et un moyen de paiement. Il peut y associer des abonnements, mais normalement, s'il y a un capping, ça devient superflu. L'utilisateur peut avoir un ou plusieurs identifiants liés à son compte. Il vaut mieux que ce soit un seul, très honnêtement. À la validation, comme je vous l'ai dit, pas le temps de vérifier. Donc, blacklist si le moyen de paiement ne marche pas. Et donc, ça, il faut que le système soit quasi online. Mais par contre, par exemple, sur une carte mobile, on dira, il a un contrat ABT, il a un compte derrière, et donc ça passe, et puis si le compte n'est pas bon, on blacklist les choses. Et sur base de l'identifiant, le contrôleur, lui, il contrôle que la personne a validé, il le sait, mais c'est dans le système central.
Alors la sécurité, il faut savoir, et là je vais quand même insister là-dessus, euh, c'est que la carte ne doit pas pouvoir être copiée ou créée. Donc, c'est pas acceptable d'avoir n'importe quelle carte comme, je dirais, comme identifiant. Il faut une carte sécurisée. Ça doit normalement, les clés statiques, ça ne va pas. Il faut vraiment donc un système tel que la carte MOBIP, c'est bon. Et normalement, on doit implémenter la non-répudiation. Donc, ça veut dire qu'il faut un identifiant de la transaction comme sur les cartes de crédit. Sur les cartes de crédit, la seule chose qu'on peut écrire, c'est le numéro séquentiel de la transaction. Et donc, c'est pour ça que il faut une carte type carte MOBIP. La carte d'identité potentiellement, alors je dirais que quand je m'occupais de MOBIP, avec les nouvelles cartes sans contact, on avait envisagé le fait de mettre carrément une carte MOBIP sur la carte d'identité. C'est techniquement parfaitement faisable. À l'époque, ça a été refusé par les opérateurs, mais au niveau du SPF intérieur, ils étaient d'accord de le faire. Si quelqu'un peut dire, je peux créer une carte non originale et voyager avec elle, ou peut copier la carte d'un autre, tout le système est corrompu. C'est pas seulement la carte, c'est tout le système qui fonctionne plus. Tout le monde peut refuser de payer. Et donc, ça veut dire que quand j'étais avec un système à carte, c'était parfois du filet crevé, mais avec du filet parce que le back-end reproduit ce qu'il y a sur la carte et détecte toute modification de la carte. Par contre, si je passe en account-based ticketing, là, le back-end est le seul à avoir l'info. Donc là, j'ai plus de filet, plus de détection de fraude possible, en tout cas par le fait que la copie carte et back-end. Donc c'est pour ça que la sécurité est beaucoup plus importante. Les avantages, intégration, même sans intégration tarifaire, l'utilisateur n'a qu'un compte, c'est le principe du pay-as-you-go, mais qui est étendu à d'autres choses, permet des règles complexes de répartition de revenus, très facile pour l'utilisateur, un seul compte, on paye tout, plus besoin de calculer, le capping remplace les abonnements, l'intégration avec un budget, alors on parle de plus en plus du budget de mobilité, un système central qui paye les déplacements, on le lie avec le budget de mobilité, avec des règles faciles pour du tiers payant, et évidemment la possibilité d'ouvrir à d'autres acteurs comme le bike sharing, avec les garanties, comme le car sharing. Plus besoin d'enregistrement, ça peut fonctionner pour le parking, il faut décider jusqu'où on va dans l'usage, mais clairement lier ça à un budget de mobilité et avoir tous les acteurs qui peuvent être utilisés par le budget de mobilité qui sont connectés à ça, ça permet une grande simplicité. Si je regarde, j'ai déjà parlé de l'évolution du Danemark, l'évolution des Pays-Bas. Les Pays-Bas, j'en ai parlé, OV Chipcard, un pay-as-you-go basé sur la carte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers de l'EMV, c'est de la carte bancaire, ça, j'en parle après de l'EMV, mais ils vont remplacer l'OV Chipcard par ce qu'ils appellent l'OVP, qui est une nouvelle carte, qui n'est plus une carte MyFair, qui est une carte plus sécurisée. Pourquoi? Parce que derrière, ils mettent un système d'account-based ticketing généralisé pour l'ensemble du pays, avec évidemment toujours l'application Compagnon qui permet de contrôler son compte, voir ce qu'on a fait comme déplacement, enfin toute l'information liée au compte. L'EMV, dernière abréviation dont je vais vraiment parler, pourquoi EMV? C'est Eurocard, Mastercard, Visa. Donc c'est pour ça qu'on parle de EMV. Alors clairement, ce sont les cartes de crédit ou les cartes de débit. Aujourd'hui, si on l'utilise en Belgique, il faut l'équivalent du banque contact, il faut des cartes de débit. En France, il faut la carte bleue. Bon, mais au départ, c'était Eurocard, Mastercard, Visa. C'est pour ça qu'on parle de EMV. La première grosse implémentation est sur Londres. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un système d'account-based ticketing où la carte bancaire est l'identifiant, mais aussi le moyen de paiement, puisque derrière la carte bancaire, il y a un moyen de paiement. Donc, c'est un account-based ticketing simple avec des limites. Fonctionne aussi par blacklist. Lors du passage de la carte pour la première fois, elle est toujours acceptée, même si derrière, le paiement va être refusé.
Le back-end fait une demande d'autorisation pour un certain montant. Dans le cas de la STIP aujourd'hui, puisqu'il y a un système de MV qui est implémenté, vous pouvez payer votre trajet à la STIP avec votre carte bancaire. Je n'ai pas regardé chez Delane comment ils font, parce qu'ils peuvent le faire aussi, mais à la STIP, on réserve le montant du billet journalier. Et puis, si c'est refusé, ben, la carte est envoyée en blacklist et la prochaine fois, la carte est refusée. Seul le compte lié à la carte, évidemment, peut payer et le capping est en général limité à la journée puisqu'on fait une réservation de paiement et puis à la fin de la journée, on demande le paiement. Ça a des contraintes. On ne peut rien écrire sur la carte sauf le compteur. Ça, c'est une chose. Bon. Par contre, une des contraintes importantes, c'est la certification PCI DSS. PCI, c'est Payment Card Industry et DSS, c'est Data Security System, je crois. Enfin bon, c'est la norme de sécurisation des systèmes de paiement par carte. C'est pour ça que chez Delane, à la STIP, il y a 2 valideurs. Parce qu'en fait, le valideur carte de banque, il y a une chaîne certifiée jusqu'au paiement par la banque qui est conforme au niveau de la certification PCI DSS et il est évidemment exclu de s'échanger entre opérateurs des informations sur les cartes de banque. Au niveau de l'interopérabilité, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, et c'est la même chose pour le MV. Si j'utilise une carte mobile, une smart card, la smart card sait que j'ai déjà payé, et donc quand je passe dans le bus d'une autre compagnie, je ne paye pas une seconde fois. Si j'ai de l'ABT ou de l'EMV, seul le back-end sait que j'ai déjà payé, et donc le back-end doit être commun pour que quand je passe dans l'autre bus, on sache que j'ai déjà payé et que je ne dois pas payer une seconde fois. La compatibilité entre EMV, même chose au niveau ABT, mais certainement au niveau des EMV est importante. Mais si on regarde aujourd'hui le système de Delane et le système de la STIP, alors j'ai pris un slide de la STIP où ils expliquent toute l'évolution. Ils sont arrivés vers 2019-2020 avec un système de MV qui est mis en place et qui fonctionne et qui est bien utilisé à Bruxelles. Les gens aiment bien ça. Les occasionnels, c'est facile, hein? On met sa carte et on paye et puis on n'en parle plus. Et Delane a fait exactement la même chose, même si ici on voit l'ancien directeur de Delane qui disait on peut le faire avec les valideurs standards mobiles de Delane. Alors oui, c'est vrai, on peut lire la carte bancaire, mais pour être payé, il faut une certification PCI DSS, et donc c'était plus facile de mettre d'autres valideurs. C'est pour ça qu'il y a 2 valideurs aussi chez Delane. Dernier point important que je voulais présenter, j'en profite pour regarder où j'en suis, ça va au point de vue de l'heure, c'est la notion de MaaS ou Mobility as a Service. Alors c'est une notion qui a été introduite par Sampo Hietanen, qui était le CEO de ITS Finlande. C'est introduit vers 2015-2016, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Et où en fait l'idée, parce que c'est un de ses slides à lui, c'était de dire on va faire du Netflix du transport. Donc en gros, le principe, c'est de dire on va payer un montant forfaitaire mensuel pour un niveau de service. Alors dans ces slides, il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, mais parce que le 15 minutes package, il faut comprendre pourquoi 15 minutes, mais avec un montant de 135 € par mois, on voit le family package avec un montant de 1200 € par mois. Et je dirais que, moi je l'avais présenté en 2016 au niveau des opérateurs en disant, on pourrait très bien avoir un budget étudiant. Alors, un budget étudiant, c'est quoi? C'est l'abonnement au transport en commun dans la ville où il étudie, c'est les vélos partagés dans la ville où il étudie. Pourquoi 60 trajets en train? Parce que il va rentrer 30 fois le week-end chez lui ou aller ailleurs le week-end. Et puis, la possibilité de voyager dans d'autres villes. C'était un exemple. Et puis, aussi, on pouvait avoir un budget familial.
je dirais, qui pourraient être payés par l'employeur avec de nouveau des abonnements, des vélos partagés, une série de choses. Et donc ça, c'est vraiment le principe du MaaS. C'est ce que l'on retrouve en télécom au niveau du triple play, où en fait vous payez un montant fixe forfaitaire pour télévision, Internet, téléphone fixe, autre. Bon, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4. Le but, c'est de ne pas faire du triple P. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire de l'addition de tous les services. Pourquoi? Parce que si vous allez à l'université à vélo, vous n'allez pas à l'université en tram. Et donc, le but, c'est d'avoir un prix pour se déplacer qui est réparti sur une série de moyens de déplacement. Et donc, l'idée, c'est que ça puisse être payé par une tierce personne, exactement comme en ABT, permettre de faire du bill split. Ça permet d'intégrer évidemment des services multimodaux. Ce n'est pas qu'une application sur le téléphone pour payer. Et donc, l'idée, ben, on paye pour un niveau de service en mobilité. Donc, c'est pour ça que c'est mobilité comme un service, mobility as a service, que l'on retrouve effectivement en informatique dans beaucoup d'autres systèmes. Donc, pour l'instant, il y a toujours une application finlandaise ben, où on calcule en fonction de son niveau de service et puis on paye un certain montant. Il faut savoir que dans ce genre de choses, donc je voulais quand même passer assez rapidement, même si tous n'existent plus là derrière, mais vous avez beaucoup d'acteurs. Vous avez les acteurs de transport public, vous avez les acteurs de parking, vous avez les partages de vélos, vous avez les partages de voitures, vous avez des choses comme Blablacar, vous avez des taxis, vous avez de la mobilité électrique, les rechargements, vous avez la micromobilité, vous avez des transporteurs alternatifs et enfin vous avez des services comme cycloparking qui sont des parkings sécurisés à vélo. Donc vous pouvez avoir énormément de services inclus dans un MaaS, exactement comme dans un account-based ticketing. Vous avez une deuxième chose qui sont les gestionnaires des comptes. Alors, on peut le mettre directement lié à le mettre directement lié à un compte bancaire, mais très souvent, vous avez des gestionnaires de comptes. Et puis, très souvent, derrière ça, ben, vous avez une série d'applications, donc comme Olympus Mobility, dans une certaine mesure, Floya rentre dans ce genre de choses, même si on n'a pas été jusqu'au MaaS. Alors, bon, pour terminer, je dirais quelques rappels et le futur. Il y a différents niveaux d'intégration. On peut avoir le portefeuille unique. Ça peut être sur le smartphone et ça peut être le portefeuille papier dans lequel on met les tickets papier. Ça, c'est le premier niveau. Puis, vous avez les billets ou les abonnements combinés. Ça nécessite évidemment un portefeuille unique, mais ça permet d'acheter à différents endroits et de mettre ça ensemble. Puis, vous avez le billet utilisable à différents endroits. Ça, c'est le Pay as you go. Alors, ça nécessite la même carte ou le même account-based ticketing. Le prix reste une addition de prix, mais ce n'est pas lié à un opérateur. Et puis, enfin, vous avez le système interopérable qui peut même être multimodal, où vous payez pour aller de A à B, quel que soit le moyen de transport que vous utilisez. Alors, si je regarde ici au niveau du RER, au niveau de Bruxelles, aujourd'hui, il y a une complexité tarifaire qui est quand même énorme et qu'il va falloir un jour simplifier. Ben, je vous ai parlé de la Hulpe et Genval. Si vous allez à Ternat, c'est 4,90 €. Si vous allez à Villevort, c'est 3,70 €. Par contre, si vous voulez aller à Villevort en train depuis Bruxelles, prenez plutôt un Brupass XL. Il est à 3,50 €. Vous gagnez quand même 20 centimes. Et puis, ben, vous avez le zone Bruxelles SNCB qui est à 2,50 €. Là, le Brupass est plus cher. Donc, je dirais comment voulez-vous que l'utilisateur s'y retrouve dans ce genre de choses. Une des choses dont je voulais parler, j'ai très peu parlé du Luxembourg, même si je le connais très bien, mais j'ai très peu parlé du Luxembourg parce que je n'avais pas envie de me lancer sur le terrain glissant de la gratuité, mais je voulais quand même le présenter. Luxembourg a mis en place un tram
un tram qui va de l'aéroport jusqu'à la Cloche d'Or, il y a quand même des choses importantes. Ils ont rejeté les bus en dehors de la ville, au bout du tram. Donc, si on regarde un endroit qui s'appelle Amilius à Luxembourg, c'était un terminal de bus. Aujourd'hui, c'est une place piétonne. Il n'y a plus de bus. Pourquoi? Parce que les bus, ils ont été mis en bout de ligne. Ils ont mis des P plus R. Si je regarde les P plus R, c'est quand même 4000 places à l'endroit où ils croisent l'autoroute qui vient de Trèves, plus encore 500 à Lux Expo, 2000 places à la Cloche d'Or. Ce sont des P plus R gratuits au bout du tram, donc c'est extrêmement efficace. Et puis vous avez des intégrations avec le train, dont notamment, bon, c'est pas le pont rouge, c'est juste l'arrêt après, où en fait vous avez le train qui est en contrebas. Ils ont construit un funiculaire et donc pour les voyageurs, c'est 20 minutes de gagner. Donc voilà, c'est une très très grande intégration, mais bon, évidemment, l'intégration billettique et tarifaire est un peu simple puisque le transport en commun est gratuit. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement des intégrations d'ABT, ça existe. C'est un projet European Traveler Club qui aujourd'hui est terminé. C'est un projet qui avait été financé par l'Union européenne, mais qui faisait le lien entre la zone de Maastricht en Hollande et la zone d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et donc là, pas un ABT commun, donc évidemment pas de l'intégration tarifaire, mais la possibilité, en ayant un compte chez Transling, de pouvoir voyager aussi du côté d'Aix-la-Chapelle en Allemagne avec la même carte. C'est un projet pilote, je ne suis pas sûr qu'il a été mis en production. Alors, il faut quand même se dire que tout n'est pas parfait. Et donc, si je prends la Hollande, il y a une libéralisation du chemin de fer. Donc, j'ai National Spoorwegen, le valideur du centre, j'ai Arriva et j'ai Twents. Et là, ben, tout le monde utilise la même carte, le même compte, l'OV-Chip carte, mais en fonction du train que vous allez prendre, vous devez valider sur le bon valideur. Pas sûr que ce soit vraiment pratique pour le voyageur. C'est une vieille photo, donc peut-être qu'ils ont amélioré le système, mais donc tout ça pour insister sur le fait que le monde n'est pas parfait et n'est parfait probablement nulle part. Très fort, j'insiste sur les attentes. Si on regarde l'utilisateur, il faut se placer du côté des utilisateurs. Il veut voyager sans rupture. Il veut aller de A à B et il se préoccupe pas de la couleur du bus. Donc, il faut une intégration des ventes, du smartphone, de l'account-based ticketing. Il veut le meilleur prix. Donc, de nouveau, il ne veut pas être un expert en billettique. Donc, finalement, il y a un ABT, de l'intégration tarifaire qui lui donne le meilleur prix. Il veut de la simplicité et de la transparence. Donc, il faut de l'information efficace, des règles simples. Et puis, il veut de la flexibilité. Il veut pouvoir avoir du prepaid dans certains cas, il veut avoir de l'anonymat dans certains cas, il veut du post-pay, il veut pouvoir utiliser la carte, utiliser son smartphone. Ceci, c'est, bon, de nouveau, je pars d'un slide qui n'est pas tout neuf, mais il faut savoir que vous avez les utilisateurs captifs qui sont obligés de prendre le transport en commun, c'est souvent le cas du transport scolaire. Et à l'autre bout, vous avez les utilisateurs captifs de la voiture. Là, j'ai souvent envie de dire le vendeur de voitures chez BMW, vous ne l'aurez pas dans le bus. Hein. Et donc, les utilisateurs par choix. Et donc, le focus, c'est vraiment de augmenter le nombre d'utilisateurs qui, par choix, abandonnent la voiture au profit du transport en commun. Alors, pour boucler la boucle et de revenir à ce qui est un peu dit, ce que j'ai dit au début, ben, au départ, il faut une offre, confort, fréquence, disponibilité. Une offre qui répond aux besoins, qui permet d'être complète de A à B, une offre qui est connue, donc il faut de l'information. Tout ça, j'en ai pas parlé. Après, il faut une offre accessible. J'ai parlé essentiellement de ça, et donc moi, je crois très fort quand même à l'usage de la carte. C'est vrai dans l'autre sens aussi, hein, ça ne sert à rien d'avoir une carte unique s'il n'y a pas d'offre. Et donc, c'est vrai dans les deux sens, ben, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de moyen d'utiliser le RER, ça ne sert à rien de mettre à quatre doigts. Mais s'il n'y a pas d'offre, ça ne sert à rien non plus d'avoir
un billet. Et enfin, quel sera le futur? Personne ne le sait. Alors j'ai repris aussi un slide auquel je n'ai rien compris, donc je ne vous expliquerai pas, mais c'est l'organisme suisse de transport il y a quelques années qui avait expliqué l'usage potentiel du blockchain en ticketing du transport. On n'en est pas encore là, mais donc peut-être que l'account-based ticketing n'est pas l'étape ultime. Peut-être qu'on fera du blockchain à un moment, mais là, je crois qu'on n'est quand même pas loin de la science-fiction. Et je voudrais terminer sur une note positive, c'est que oui, on peut le faire, hein, si on veut, on peut le faire. Et ceci termine je crois, dans les temps, avec 5 minutes de retard, on a commencé avec 5 minutes de retard, ma présentation.